Bonjour Saladin. Bonjour Mali. Heureux de te revoir et de t'accueillir à nouveau pour un entretien qui va quelque part être un peu la suite d'un entretien que tu avais fait avec Naïma et dont le titre était « Comment l'évitant montre son amour ». Ouais. Cet entretien était extrêmement intéressant et beaucoup de gens nous ont quand même écrit et nous ont demandé, en tout cas quelques personnes nous ont quand même demandé de pousser peut-être un tout petit peu ce sujet plus loin, parce que pour certains, en tout cas, ils n'ont pas eu vraiment une réponse claire à cette question. Alors bon, la réponse était plus ou moins claire, mais en tant que professionnel, on peut l'entendre. Hein, quand toi tu expliques, tu expliques à travers la genèse, et il est possible que certains partenaires, surtout qui ne sont pas évitants, aient du mal à comprendre en fait l'expression de cet amour. Alors, ce sujet va plutôt aborder une question qui est un tout petit peu différente, mais qui va aborder aussi l'expression de l'amour. Okay. Donc, un des points importants qu'on a, si tu veux, avec les évitants, et on peut le constater, c'est très documenté, c'est le décalage qui existe entre ce qu'ils ressentent et l'expression du ressenti chez eux. Ça veut dire, là aussi c'est très documenté, j'aimerais que tu nous expliques l'origine de ce décalage. C'est-à-dire qu'un évitant peut ressentir plein de choses, mais la manière dont il va l'exprimer va être tellement décalée qu'en fait, de nombreux partenaires ne vont pas vraiment comprendre le lien qu'il y a entre l'expression d'un ressenti et le ressenti lui-même. Et peuvent se poser des questions, par exemple, sur est-ce que mon partenaire évitant m'aime? Est-ce qu'il a envie d'être avec moi? Et est-ce que cette relation est importante pour mon partenaire? Est-ce qu'il a envie de se projeter? C'est-à-dire que les signaux qui sont envoyés dans la traduction concrète des comportements sont difficilement déchiffrables pour les partenaires, et je suis là pour te poser les questions que la plupart des partenaires d'évitants se sont posées et nous ont posées, et j'aimerais que tu nous exprimes d'où vient ce décalage entre leur ressenti et la manière dont ils l'expriment. Ok. Bah écoute, on va revenir sur la quintessence, Mali. Je suis obligé de revenir sur la quintessence de toute chose parce qu'il faut trouver l'explication de ça dans les origines du style d'attachement évitant. Et qu'est-ce qui fait un style d'attachement évitant comparé à un style d'attachement anxieux, désorganisé, sécure? L'évitant, il faut bien comprendre qu'il y a ce besoin qui est exprimé très tôt, vraiment très très tôt. On parle ici dans les 18 premiers mois. Okay, ça commence même dans le ventre de la maman. C'est pas juste... Et il y a un besoin qui est exprimé avec cette perception de l'enfant qui perçoit son besoin comme pas bienvenu, comme non voulu, comme voilà. Et donc il y a cette réponse très archaïque qui va se faire, très primitive qui va se faire, qui va se dire tiens, je vais éviter d'exprimer mes besoins ou l'expression de mes besoins. Okay, et donc, il va se retourner à l'intérieur de lui-même et il va gérer ça seul. Et donc voilà, c'est un enfant qui va moins pleurer, qui va moins être dans l'expression des émotions. Et si en plus, avec le temps, on a vraiment un environnement familial qui réprime encore ça davantage, ben c'est encore davantage plus s'ancrer. C'est ce qui fait des dédaigneux, c'est ce qui fait des dédaigneux sévères. C'est vraiment l'environnement dans lequel on va grandir et qui va être à l'origine de l'expression de ce positionnement par rapport justement à la gestion des émotions. Pour répondre à ta question, Mali, ce qui est très très important de comprendre, c'est que l'évitant, il a une vraie difficulté dans la gestion des émotions. De ses émotions. De ses émotions et des émotions des autres. C'est ça. Donc c'est ça. Okay. Puisqu'il n'a pas été entendu, il ne les a pas exprimés. Comme il ne les a pas exprimés, ben, il est très compliqué à pouvoir les gérer. À un moment donné, si un enfant grandit dans un environnement qui est sécure, où quand tu exprimes une émotion, tu es accueilli de manière convenable, avec un amour inconditionnel, avec une certaine douceur, avec une certaine... Ben, tu n'as pas de difficulté à gérer tes propres émotions, et a fortiori les émotions des autres. Chez lui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté inhérente à sa structure psychologique de base, qui est de se dire l'expression de mes émotions, si je les exprime, eh ben, je suis dans une notion de vulnérabilité qui peut m'amener à une sorte
En fait, il faut le comprendre comme ça. Je vais faire une petite parenthèse, si tu veux bien. C'est que l'enfant, quand il vit ce qu'il vit, il le vit de manière c'est l'instinct de conservation. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort pour lui. Parce que c'est un enfant qui a un cerveau droit qui est surdéveloppé, il n'a pas de cortex préfrontal développé. On est vraiment dans l'enfant qui est en train de percevoir l'environnement et il imprime quelque chose. Il imprime quelque chose dans le corps qui est de se dire si je ne donne pas cette réponse, je ne survis pas. Et donc vraiment cette notion d'instinct de conservation, elle est très très forte. Et donc c'est ce qui va être réactivé par la suite une fois qu'il va rencontrer un partenaire qui va lui être justement dans le besoin de connexion. Ben chez lui, dès qu'on est dans le besoin de connexion, dans le besoin d'engagement, dans le besoin de relation, on va désactiver le système d'attachement, on va se mettre à distance, Et donc, qu'est-ce qui va se passer, Mali? On va être dans la froideur, on va être dans la mise à distance de l'autre, on va chercher à pas trop montrer ses émotions. Pas tout le temps directement, hein, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo. Donc, au début, tant que la relation est légère, tant qu'il n'y a pas d'enjeu, tant qu'il n'y a pas d'engagement à l'aise, on ne voit même pas qu'il est évitant, c'est ça, hein? On pourrait... Le sécure et lui, il n'y a pas vraiment de grosse différence. À ce moment-là, c'est à ce moment-là. Tout à fait. On voit vraiment une différence, par exemple, avec l'anxieux, où il y a vraiment des demandes très tôt, mais chez l'évitant, il y a vraiment une sorte de basculement qui se fait entre une phase où, à l'aise, tant que tu n'es pas en demande, tant que tu n'es pas en train de lui... tant qu'il sent qu'il n'est pas dépendant de toi, à l'aise. Tant qu'il n'y a pas véritablement un attachement profond. Tout à fait. Tant qu'il n'y a pas un attachement, le début d'un attachement. Et puis, dès qu'il y a attachement, là, c'est vraiment toute autre chose. Et donc, pour répondre à ta question, oui, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est compliqué. Mais donc, ce que tu veux dire, c'est que ce décalage qui existe entre son ressenti et la manière dont il l'exprime vient, en fait, d'un paradoxe. Paradoxe, d'ailleurs, qui sera le sujet d'une émission avec Arnaud très prochainement, mais que tu peux aussi un tout petit peu nous aborder. C'est-à-dire qu'en fait, on est finalement face à quelqu'un qui désire ardemment quelque chose, mais qui en a peur également. Et donc, en fait, c'est un peu comme une histoire que tu m'avais racontée, qui m'avait l'air d'ailleurs très très belle, que je vais te laisser nous raconter à nouveau, c'est l'histoire de la mer. C'est-à-dire, en fait, tu es quelqu'un qui véritablement veut aller dans l'eau, mais qui, au moment où il perd pied, a peur de l'eau. Et donc, il se retire, et explique-nous un peu cette histoire, et explique-nous un peu en quoi c'est lié, justement, à l'incongruence, peut-être, entre ce qu'il désire, ce qu'il veut, ça veut dire en réalité une véritable relation, il veut l'amour, mais dès qu'il y a les éléments de l'amour qui se mettent en place tels que l'attachement, ben, il fuit l'amour. Et donc ce décalage... Il ne fuit pas l'amour, mais je vais t'expliquer. Vas-y, explique-moi alors. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que l'exemple que tu donnes, effectivement, c'est une image, hein, c'est une image que je donne pour faire comprendre ça, donc c'est que si tu vas en mer et que tu as pied, tu es à l'aise, et puis dès que tu as plus pied, tu contrôles en fait. Tu contrôles, et dès que tu n'as plus pied, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes sur le bord. D'accord. Parce que voilà, c'est pas qu'il ne veut pas nager, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Donc c'est important de faire cette nuance. L'évitant, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas aimer, c'est quelqu'un qui veut aimer, mais qui ne sait pas comment faire pour aimer. C'est ça. Voilà. Et donc, d'où l'importance de bien faire la différence chez lui entre cette idée d'avoir une difficulté avec l'amour et d'avoir difficulté avec la gestion de ses propres émotions. D'accord. En fait, chez lui, quand il y a un trop-plein émotionnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui est en train d'émerger. Déjà, c'est très compliqué chez eux, parce que pour aller chercher l'émotion, il faut y aller, hein. Ils ont mis des barrières entre eux et leurs émotions qui sont très très importantes parce qu'ils ont appris à se protéger. Et donc quand il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de s'activer, parce que la personne est en attente, parce qu'il y a des sentiments, parce que ça, parce que si, ben forcément il y a cette notion de vulnérabilité qui remonte à la surface, et puis cet instinct de conservation qui vient avec. Et donc là on est dans une sorte de paradoxe entre une partie d'eux-mêmes qui cherche la relation, parce que c'est vital, parce que c'est inscrit dans l'ADN humain, parce qu'on a besoin de rentrer en relation avec les gens, et une autre partie d'eux-mêmes qui dit fuis, tu vas mourir. C'est ça. Et donc on est dans quelque chose vraiment dans quelque chose de vraiment très particulier. C'est pour ça que les personnes qui se retrouvent effectivement, et c'est pour ça que voilà, c'est une thématique qui fait parler beaucoup d'elles, c'est ces personnes qui vivent ce qu'ils vivent avec des évitants, ben, souffrent.
souffre énormément. Parce qu'on n'est pas Soit sécure ou anxieux d'ailleurs. Principalement les anxieux. Les anxieux vont, Les anxieux vont être beaucoup plus parce que l'anxieux, on va activer son propre système c'est ça, et sa propre insécurité. Si on devait faire un comparatif, l'évitant, si on devait faire un comparatif par exemple avec les phobies, l'évitant serait quelqu'un qui aurait une phobie d'intimité et l'anxieux aurait une phobie de l'abandon, le fait qu'on l'abandonne. Et donc, forcément, quand tu es en contact avec un évitant qui te tient à l'écart ou qui te montre très peu de signes, eh ben, c'est là que tu es le plus activé. Et là aussi, c'est hyper intéressant de noter que les anxieux qui sont en relation avec les évitants peuvent facilement être dans la dépendance affective, pas parce qu'il y a un manque de raison, hein, c'est parce que réellement la partie émotionnelle d'eux est tellement activée que c'est une question de phobie. La phobie, c'est une réaction irrationnelle par rapport à quelque chose. Tu vois une araignée, tu es en train de crier comme si tu allais mourir alors qu'il n'y a pas de... Mais c'est important de noter ça. C'est important de noter que vraiment ces réactions qu'il peut y avoir, elles peuvent être parfois très mal vécues par les personnes. Oui. Je le dis parce que c'est important que les auditeurs l'entendent, mais ce n'est pas forcément la partie rationnelle qui gère ça. C'est ça. Bref, mais donc ça veut dire que leur système nerveux, donc je parle sous ton contrôle et tu vas me le confirmer, donc ce que tu veux dire, c'est que le système nerveux de l'évitant va associer l'amour à un danger véritablement. Clairement. C'est ça. Clairement. Et donc il va, comme l'anxieux, l'abandon, un danger. Ah, il est en train de me mettre à l'écart, j'existe plus. Ah, il faut que j'existe. Et je vais rester attaché, malgré le fait qu'il te montre que des signes que ça va pas. Parce que chez lui, ça lui renvoie à une perte de contrôle, en fait. C'est la mort, c'est les deux, l'instinct de conservation. Il faut revenir quand ils sont enfants, Mali. Il faut vraiment essayer de comprendre. Les gens pensent qu'en fait, les choses sont terminées, les choses ne sont pas terminées. Le corps humain, comment il fonctionne? T'es un enfant, tu n'es pas en capacité de gérer. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets la chose de côté, le cerveau te le met de côté. Et le monde est ainsi fait, c'est-à-dire que quand tu deviens adulte et que tu es en capacité de pouvoir le gérer, il y a des situations qui vont te faire revivre ce que tu as vécu quand tu étais petit. Mais franchement, je le dis, parce que je le pense, et c'est ma ligne, c'est une invitation au changement en fait. C'est une vraie invitation au changement, c'est là pour te faire évoluer. L'évitant, quand il rencontre l'anxieux qui rencontre l'évitant, c'est une porte, vraiment une réelle porte, pour pouvoir se dire, ok, il y a quelque chose que cette personne active chez moi. Et on voit ça, hein, c'est quelque chose de très fort. J'ai rarement vu des personnes venir me voir en me disant qu'ils n'ont pas vécu les choses de manière très forte. Mais quand même, c'est à travers la relation avec l'évitant, ou bien l'évitant à travers la relation avec l'anxieux, qu'il y a une réelle invitation au changement. Un dépassement de quelque chose qui est cette peur primale, tu vois, cette fixation primitive qui était là, et qu'on a invité à dépasser. Après, est-ce que c'est facile? Entendons-nous bien, c'est pas facile, mais c'est là où, par exemple, le fait d'être accompagné par un professionnel peut aider énormément. D'accord? C'est ça. Mais je sais pas si j'étais clair dans le... Tu as été clair. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est donc l'expression de l'amour. C'est-à-dire, tu es avec un partenaire évitant. La plupart des partenaires viennent nous poser la question, comment est-ce que je peux savoir qu'il m'aime? Quels sont les signes ou les manifestations les plus fréquentes qui prouvent en fait l'amour de l'évitant? Et ça, pour moi, c'est une question fondamentale parce que les réponses qui sont données par les études peuvent paraître assez étranges aux autres signes d'attachement, tels que les sécures ou les anxieux. Donc, selon toi, quels sont... bon, tu connais les études, donc tu connais les études sur le sujet. Donc, selon toi, comment, en fait, si tu veux, l'évitant exprime cet amour et comment est-ce que le partenaire de l'évitant sait qu'il est aimé? Écoute, Mali, donc on l'a dit, hein, donc à partir du moment où l'évitant sent qu'il s'attache, qu'est-ce qu'il fait? Il se détache. Il se détache. Donc là, on a déjà une première réponse. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu vois qu'à un moment donné, il est en train de mettre une distance qui devient froid, il faut bien comprendre, je le dis vraiment bien comprendre, il faut bien comprendre que ce n'est pas contre ta personne. J'invite vraiment les personnes à revoir leur cadre. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour leur faire. Je ne dis pas que c'est facile, entendons-nous bien. Oui, j'ai compris. Mais c'est vraiment un travail de changer de positionnement et puis se dire. Donc, il se détache.
Donc, quand ils se détachent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'attacher. Donc, déjà, première signe. Deuxièmement, tu vas voir aussi qu'il va y avoir une sorte de présence chez eux. Ils vont rester présents. Il faut bien comprendre une chose, c'est que s'ils restent présents, parce que moi, j'ai beaucoup de cas de personnes qui viennent et qui me disent qu'ils sont en relation avec un évitant, mais pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On parle de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 20 ans. Oui, de longues relations. C'est-à-dire que c'est des longues relations. Elles sont effectivement empreintes de beaucoup d'instabilité, de difficultés, de conflits, etc., etc. Ça, c'est clair. Mais ce qui est sûr, et c'est la question que je pose parfois aux personnes qui viennent me voir, je dis, mais comment vous interprétez le fait qu'il est encore là ou qu'elle est encore là depuis 10 ans, alors que... Ah ouais, c'est vrai que... Voilà. Donc, en fait, ça peut être dans une forme de dysfonctionnalité, mais il est là, elle est là, et il n'est pas parti. Donc le fait parfois de rester, alors tu vas me dire, ouais, rester, en quoi c'est compliqué, tout n'importe qui reste, c'est vrai, n'importe qui reste, mais je vais quand même apporter une nuance ici qui est très, 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 très importante. C'est que chez eux, une fois qu'ils sont activés, Mali, je vais te donner un exemple, parce que voilà, c'est comme quand tu vas dire, quelqu'un a une phobie des araignées, et tu vas lui dire, tiens, prends l'araignée dans la main. Il fait un effort ou il ne fait pas d'effort? Tout à fait, oui. Ben, c'est ce que fait l'évitant. C'est ça. Donc, ça veut dire que ta réponse, c'est, il fait acte de présence et il reste là. Il reste là, et pour lui... C'est important, parce que... Oui, mais c'est important, c'est important. Mais c'est pour ça que je donne des exemples. Mais c'est compliqué pour lui. Oui, parce qu'en fait, c'est là où il y a une rééducation. OK. Une rééducation pour ce qui le concerne. Et c'est là où le partenaire de l'évitant est invité aussi à l'accompagner d'une certaine manière. Ben, c'est tous les deux qui doivent faire un effort. Ce n'est pas juste le partenaire de l'évitant, mais on a constaté que, par exemple, là où parfois ça fonctionne le mieux, c'est quand certaines personnes sont sécures et qu'elles savent accompagner et qu'elles savent créer cet environnement de sécurité dans lequel l'évitant peut petit à petit montrer sa vulnérabilité, petit à petit exprimer ses émotions, petit à petit rentrer en connexion avec ses émotions. Parce qu'en fait, le cerveau est élastique. C'est-à-dire que tu peux réapprendre à vivre différemment les relations. Mais c'est une rééducation. Oui, on va peut-être revenir sur le sujet. Donc le premier marqueur que j'ai compris dans ton explication, c'est l'acte de présence qui semble être une montagne pour lui. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour lui. Très compliqué. Donc s'il arrive finalement à être là, c'est déjà une preuve d'amour. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr, il y a le fait qu'il soit utile. Attends, on va rester là-dessus. Le fait qu'il soit utile, c'est-à-dire prestataire de service, tu veux dire? C'est ça. Donc il faut bien comprendre, et ça on l'a dit dans une précédente vidéo, c'est que c'est des personnes qui ont un déficit de par, on va dire, la manière dont ils ont été, ils ont grandi. Donc ils sont beaucoup orientés dopamine, très peu ocytocine. On avait fait une vidéo dessus. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils confondent d'ailleurs souvent la dopamine et l'ocytocine. C'est-à-dire que pour eux, une bonne relation, c'est une relation où il y a souvent de la dopamine, c'est-à-dire des partages d'activités. C'est des gens qui peuvent travailler aussi à fond, qui justement, voilà. Et puis on a des cas où les évitants, quand ils sont avec un autre évitant, ça fonctionne tant que chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà, c'est ça, qui ne te croit jamais, quoi. Oui. Tu vois? Donc, c'est-à-dire la prestataire de service, c'est ça. Comme il a une difficulté avec les émotions, il a une difficulté à accueillir ses émotions, il a une difficulté à accueillir les émotions des autres. C'est pas juste lui, Mali. Donc, entendons-nous bien, c'est l'accueil de ses propres émotions et l'accueil de l'émotion de l'autre. Il a du mal à gérer les bien émotions sûr. des autres aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une sorte de froideur, souvent, c'est ce qui est le plus décrit, et qui fait qu'à un moment donné, voilà, quand on arrive chez lui et qu'on lui dit « Ouais, tiens, je me sens pas bien, j'aurais besoin de ton appui, de ton soutien, chez eux, ça peut être un déclencheur de quelque chose. Tout à fait. Tu risques les activer. Tu risques d'être accueilli avec de la froideur. Avec beaucoup de froideur, tu vois. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, pour revenir à la question, oui, ils sont beaucoup dans la prestation de service. Pour certains, c'est leur façon de dire « je t'aime ». Après, ça répond pas aux besoins essentiels. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. c'est juste pour donner des marqueurs, en fait, aux gens et des signes aux gens, quand ils se posent la question, est-ce que mon évitant, ou en tout cas mon partenaire évitant m'aime, à partir du moment où il y a une certaine présence qui est plus ou moins constante, à partir du moment où il y a des prestations de service, et à partir du moment où il y a une certaine constance au niveau de la communication,
c'est déjà 3 signes relativement importants qui montrent qu'un évitant vous aime. Ok, mais je vais quand même rajouter quelque chose par rapport Oui, je t'en prie, bien sûr, tu es là pour ça. Vas-y. Okay. C'est bien, oui. C'est pas suffisant. Non, j'ai pas dit que c'est suffisant. Non, mais je sais que tu n'as pas dit que c'est suffisant. Je réponds à la question. Oui, bien sûr, c'est pas pour toi, Mali, je le dis pour les auditeurs. D'accord, oui. C'est-à-dire que l'évitant qui nous écoute, il est invité à faire un vrai travail. Hein. Bien sûr. Il y a une gestion de frustration à avoir, il faut aller dépasser ses peurs, il faut accepter de montrer sa vulnérabilité petit à petit, il ne faut pas voir le partenaire comme un ennemi voilà, parce que le partenaire souffre de ça. Donc c'est important. Donc, et pour, par exemple, les partenaires anxieux, il est aussi important de lâcher prise par rapport à une trop grosse demande par rapport à l'évitant, à pouvoir aussi revenir en référence interne et se donner un peu plus de substance pour éviter de mettre trop sur le partenaire. Donc tu vois, c'est une dialectique qui doit être comme ça des deux côtés. C'est-à-dire, je parle ici par exemple de vraiment le binôme anxieux-évitant qu'on retrouve beaucoup, même à travers la consultation, vraiment beaucoup. Il y a vraiment un travail. Il y a un qui invite l'autre à faire un travail sur lui. Et ce binôme-là, c'est le binôme le plus démonstratif vraiment du travail de fond qu'il y a à faire au niveau de tiens, moi je dois pouvoir apprendre à me faire confiance et l'autre à faire confiance à l'autre. C'est deux dynamiques différentes. Mais tu as touché un point qui me semble quand même très important et fondamental parce que, tu sais, sur la question de l'évitement, bon, on a quand même, je crois, décortiqué tellement d'études sur la question maintenant. On en arrive à une conclusion, c'est qu'on doit d'abord, dans un premier temps, parler de ce qu'on appelle des clés principales. Les clés principales, c'est un peu les piliers de l'évitement. Un des piliers de l'évitement que tu viens d'ailleurs d'aborder maintenant et que j'aimerais que tu en parles un peu plus en profondeur, parce que à partir du moment où tu as cette espèce de grosse clé qui ouvre une clé principale, tu as toute une série de petites portes qui suivent derrière. Et pour moi, un de ces piliers, c'est justement le refus de la vulnérabilité. D'ailleurs, tu le fais très très bien, je crois qu'en thérapie, tu travailles beaucoup sur la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire que tu apprends, ou tu réapprends finalement à l'évitant, quelque part, que sans vulnérabilité, on peut difficilement avoir une relation. En fait. Si tu es dans le refus de la vulnérabilité, il n'y a pas de relation. Explique-nous d'où vient ce refus de la vulnérabilité et comment est-ce qu'un partenaire d'évitant peut gérer un partenaire qui est dans le refus de la vulnérabilité, puisque la vulnérabilité, quelque part, elle est un tout petit peu enchevêtrée, intriquée dans l'idée même d'une relation. C'est-à-dire qu'une relation sans vulnérabilité du tout, ça devient quoi comme relation, en fait Explique-nous un peu. La vulnérabilité, Mali, on va se répéter, mais la vulnérabilité, elle est dans cette situation qu'il a vécue enfant, où à un moment donné, quand il a fait l'expression de son besoin, il n'a pas été entendu, donc il s'est retrouvé dans une notion de vulnérabilité, et il a vu que cette vulnérabilité, ça dit ce que ça dit, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire que si je m'expose trop, je vais me retrouver en danger de mort ici en l'occurrence. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Donc ils ont créé une sorte d'égo défensif qui les protège, une sorte de rempart. C'est vraiment, à ce stade-là, il n'y a même pas encore d'égo, hein, c'est vraiment une sorte d'instinct de conservation. Hein. C'est ça. Si on parle pour l'évitant, ça va être cette notion de vulnérabilité. Si on parle pour l'anxieux, ça va être cette recherche de connexion à tout prix. Pour eux, c'est une condition de vie, c'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai pas ça, je risque de mourir. C'est ça. Donc je dois pouvoir me protéger. Et donc cette notion de vulnérabilité, il va la reproduire dans les liens affectifs principalement, où dès qu'il va sentir qu'il y a l'affect qui est en train de s'activer, donc quand le style d'attachement est en train de s'activer, là on est dans une notion de vulnérabilité. Là je suis en train de me rendre vulnérable. Et si je me rends vulnérable, ben je risque d'être en insécurité et puis donc je vais tout faire pour pouvoir mettre la personne à distance. Je vais activer mes mécanismes de défense qui vont être la rationalité, la froideur. Je vais chercher les problèmes à l'extérieur. Je vais être lent dans la relation. Je vais chercher les défauts chez le partenaire, puisqu'il faut bien que je rationalise mon propre comportement. Il y a aussi, et c'est paradoxal parce qu'ils sont très référence interne, mais en termes de retour réflexif sur eux-mêmes, d'analyse introspective, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est parce qu'ils ont mis des mécanismes qui leur ont permis de survivre. Remettre en cause ces mécanismes, c'est s'attaquer à leur existence. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est très compliqué. D'où l'intérêt chez eux. Chez eux, clairement, Mali, c'est pas les personnes qui viennent le plus facilement te voir.
Bien sûr. Mais ça existe. Il y a des gens qui viennent voir. J'ai encore quelqu'un qui est venu me voir En général, récemment. après un choc assez... Il vient me voir, ça existe, mais ils souffrent. Ils souffrent réellement de ça. C'est ça. Ils le souffrent pourquoi? Parce qu'ils le vivent dans leur corps, beaucoup. C'est ça. En fait, c'est comme je dis, ça s'imprime. Pourquoi? Parce que quand tu es petit, que tu es bébé, tu n'es pas en train de rationaliser, donc c'est ton corps qui enregistre l'information. Et donc, eux vivent souvent une sensation, et c'est d'ailleurs ça le meilleur indicateur auquel je les invite vraiment à être attentifs, c'est qu'est-ce que leur corps leur dit. L'étouffement, un grand sentiment de malaise, un sentiment de vide, une sorte de tu vois, Ils se sentent pas dans le le corps. partenaire qui était vraiment un partenaire que tu voulais voir devient, une fois que l'engagement est activé, le système... Toutes les peurs remontent. Oui, et puis tu vois la froideur, et La mise à distance. la mise à distance. Et on va parler de la mise à tu vois. distance après ça. Mais d'ailleurs, tu nous avais promis de faire une entrevue sur le livre de Julien Drouin et Ouais, Gabor Maté sur toutes les pathologies dont souffrent les évitants, justement à cause de ces dissociations multiples. Dissociation multiple. Les l'estomac, les oui, tout à fait. inflammations, C'est le fait... même le cancer. Hein. Oui, et c'est surtout le fait, c'est ce que dit Julien Drouin, c'est surtout le fait d'avoir ces émotions qu'on réprime. Et comme je l'ai dit là tout à l'heure, l'évitant n'a pas un problème avec la relation, il a un problème avec ses émotions. La gestion de ces émotions. La gestion de ses émotions, tout à fait. Mais donc, on va tomber sur le troisième point. Il a besoin de mettre le partenaire, on va dire, à une distance confortable dans laquelle il peut combiner le fait qu'il ait un peu de chaleur relationnelle, ou en tout cas cette chaleur relationnelle dont il a besoin et dont tu as parlé au début de l'entrevue, c'est-à-dire qu'il cherche, il veut l'amour, il veut finalement la relation, mais ces mécanismes de défense très puissants vont quelque part venir voir cela comme un danger. Donc il va y avoir ici une sorte de paradoxe qui consiste à dire « Ok, je veux une relation, je veux de l'amour, mais mes mécanismes de défense vont venir soit saboter cela, ou je dois avoir une distance de sécurité qui me permette de contrôler la dynamique relationnelle en mettant mon partenaire à distance. » Alors explique-nous un peu comment fonctionne cette mise à distance du partenaire. Puisque la plupart des partenaires d'évitants ressentent ça. D'ailleurs, tu vois toi-même les partenaires d'évitants qui te disent, voilà, on sait d'ailleurs, on a des études qui disent que le partenaire des évitants, en tout cas les évitants, apparemment 2 fois par semaine, voir un partenaire, c'est suffisant pour eux. Ils n'ont pas besoin d'un partenaire qui soit constamment présent dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils aiment, si tu veux, avoir des relations. C'est pas vrai pour tous les évitants. Oui, parce que tu as les couches culturelles et culturelles. Voilà, c'est important, mais c'est important vraiment de le noter. C'est pas. Mais c'est-à-dire que l'inconfort qui est vécu par le partenaire est par contre le même. Voilà, c'est ça. Alors parle-nous un peu de cette mise à distance. Donc voilà, cette mise à distance, elle fait suite à ce qu'on vient de dire précédemment, Mali, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a la notion de vulnérabilité, qu'il y a ce danger perçu, ce danger vital perçu, ce que je fais, je me protège. C'est ça. Moi, si je suis phobique des araignées, je ne vais pas les prendre dans les bras. Je vais les mettre à distance. C'est ça. Ok, à part si je suis malade, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Si je perçois que l'araignée que je prends, l'araignée est un danger pour moi et qu'il y a une réaction phobique par rapport à ça, je ne vais pas prendre l'araignée. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me mettre à distance. C'est ce qui se passe. Il y a vraiment une phobie de l'intimité chez eux. Oui. Une phobie de l'intimité. Maintenant, comme pour les autres phobies, ça se travaille. Ça se soigne. Mais il faut qu'ils le veuillent. Ça se soigne. C'est pour ça qu'il y a... Donc quand je t'écoutais parler, avec le temps, avec le fait qu'on en a déjà discuté, le fait qu'on a déjà rencontré pas mal de gens qui sont venus nous voir par rapport à tout ça, c'est important que le partenaire ici, les partenaires d'évitants qui nous écoutent, comprennent, et ça c'est important, qu'il y a des choses à mettre en place une fois que tout ça a été acté, donc on voit qu'il nous met à distance. C'est difficile ce que je vais dire, mais il ne faut pas prendre des choses personnellement. Mais c'est très compliqué parce que c'est ton partenaire, tu es en train de... Voilà, tu as un minimum d'attente et tu vois que... Deuxièmement, il faut inviter progressivement le partenaire à être en sécurité émotionnelle, à dire ce qu'il a à dire. Et ça, on va revenir. Les gens disent, ouais, là, c'est une vie, c'est vrai que c'est pas suffisant. Mais je vous assure que si vous l'attaquez de face, ou que vous l'attaquez de face, en disant tu, ça ne va faire que amplifier la distance qu'il va avoir. Ça, c'est une certitude absolue. Troisièmement, il faut éviter d'être dans le contrôle. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir et puis il me dit oui, on a décidé de ne plus rentrer en contact avec eux
D'accord? Pour montrer qu'on leur donne une certaine distance. Donc, il m'a dit, par exemple... Tu parles d'un partenaire d'évitant, là? Oui, un partenaire d'évitant. Donc, quelqu'un lui avait envoyé, il a dit, tiens, je vais attendre une semaine pour lui répondre. Pour être justement dans la recherche de... Chez l'évitant, ils sont très, 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 très forts et très, très subtils, très, très sensibles pour ressentir tout ça. C'est ça. Et il y a tout à gagner, et c'est vraiment ce que l'évitant invite comme travail intérieur qui est pour moi très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une invitation à se recentrer sur soi et à pas trop être sur lui en disant ouais, je voudrais que tu réagisses comme ça ou pourquoi tu fais comme ça. Parce que plus on va être dans ça, plus l'évitant va sentir qu'il y a un environnement dans lequel il peut venir et peut se permettre de dire ce qu'il y a à dire. Et ça, c'est le truc le plus important chez eux. C'est vraiment d'abord créer cet environnement. Parce qu'avant ça, il n'y a rien qui va se passer. S'il n'y a pas l'environnement sécure, chez l'évitant, voilà. Mais l'environnement sécure, ça ne veut pas dire que je m'efface. Hein. Ça ne veut pas dire que j'autorise tout. Hein. Et ça, c'est hyper important parce que il ne faut pas confondre le fait de dire j'accepte certaines choses et j'autorise certaines. Ouais, c'est très important. Okay. C'est vraiment une nuance importante. C'est important. Oui, mais c'est important parce que je profite ici du temps qu'on a pour pouvoir dire ça aux partenaires. Donc, c'est-à-dire, OK, on peut entendre qu'il y a des difficultés chez eux, mais ne les rendez pas plus handicapés qu'ils ne le sont en fait. Parce qu'on ne leur rend pas service comme ça. C'est ça. Mais sortez de votre cadre de référence à vous en disant ça devrait être logique que tout ce qui s'ensuit. Non. Non. Entendez que chez certaines personnes, c'est très compliqué et qu'il y a une rééducation à avoir. Qu'il y a vraiment, et ça doit se faire progressivement. Donc prenez soyez patient, prenez pas les choses personnellement. Oui, mais c'est une patience active, c'est-à-dire c'est une patience où justement tu mets des limites, tu essayes si tu veux d'exprimer. Tout à fait. C'est ça, c'est pas une patience non, du tout. passive avec eux. Tout à fait. C'est très important de le dire. Alors, le problème c'est que tout ce que tu viens d'exprimer, en tout cas me semble-t-il, rend toute forme de relation extrêmement compliquée, puisqu'en fait tu es face à quelqu'un qui veut de l'amour, mais qui va quelque part en avoir peur, qui quelque part va saboter dès qu'il va sentir qu'il y a de l'attachement, quelqu'un qui finalement veut de l'amour, veut une relation, mais au moment où la relation va devenir trop intime, va avoir une phobie et donc va mettre le partenaire à distance, ça me semble extrêmement compliqué. C'est-à-dire que pour n'importe quel partenaire, d'ailleurs, alors encore plus évidemment pour l'anxieux, puisque le pauvre anxieux, on va aller appuyer sur sa blessure primale à lui. Ça, faut bien. Théoriquement, le sécure, théoriquement, encore une fois, c'est pas une science exacte, mais théoriquement, le sécure, à partir du moment où il va observer tout cela, en général, il va pas rester dans la relation, il va plutôt dire, ok, c'est pas fonctionnel. Mais comment est-ce que tu expliques cette volonté, mais aussi phobique presque, à vouloir impérativement contrôler et la dynamique relationnelle et la distance, ça veut dire la fréquence à laquelle il veut voir son partenaire, la dynamique, c'est-à-dire voilà, quelle distance je veux mettre l'autre personne, parce que bon, s'il la met trop loin, il n'y a plus de chaleur relationnelle, s'il la met trop proche, ben, il y a sa phobie et ses peurs. Comment est-ce que tu expliques que l'évitant pense que c'est fonctionnel? C'est-à-dire que, est-ce qu'il se rend compte que ce qu'il propose et ce qu'il met en place, évidemment je te parle de ceux qui n'ont pas fait un travail sur eux avec toi ou avec d'autres, est-ce qu'ils pensent vraiment que ça peut marcher? Est-ce qu'ils pensent vraiment que ça peut fonctionner? Ou est-ce qu'ils savent, au fond, que ce qu'ils mettent en place n'est pas fonctionnel? Et j'ouvre la discussion parce que ça va nous permettre de rebondir dans un prochain entretien sur la question de la honte primale ou de la honte matricielle ou de la honte ontologique. Ça veut dire que si ils sont conscients qu'ils pourraient finalement être dévoilés ou découverts, ils risqueraient aussi de ne plus être aimés. Donc, quelque part, est-ce qu'ils sont conscients, et là on abordera la question de la conscience fragmentée, est-ce qu'ils sont conscients que ce qu'ils mettent en place, c'est pas fonctionnel? C'est une question que je te pose. Ok, parce qu'il y avait plusieurs questions. Oui, excuse-moi, j'ai été un peu... Je vais revenir sur la question. Donc ta question c'est, est-ce qu'ils ont conscience que ce qu'ils proposent n'est pas fonctionnel? C'est ça. Eh ben, c'est ça la grosse difficulté, Mani. Vraiment, c'est la plus grosse des difficultés avec eux. C'est que la plupart des évitants sont tellement dans une sorte de mécanisme de défense contre l'environnement extérieur que ils pensent qu'ils maîtrisent, en fait.
Ok. Il pense qu'il maîtrise, il pense qu'il C'est ça. gère, il pense contrôle. qu'il contrôle, Ouais. il pense... Et d'ailleurs, un évitant qui a conscience de son dysfonctionnement est rare. Soyons clairs, c'est rare, c'est rare. Et c'est même des personnes qui vont se protéger, en fait, parce qu'en fait, dire que j'ai un problème, c'est dire que mon système a un problème, c'est dire que... C'est une construction, hein. Moi, j'ai déjà eu des évitants qui sont venus me voir et qui me disent, quand je leur mets des exercices, alors derrière, est-ce que vous avez mis en place les exercices pour pouvoir... Mais c'est difficile, parce que j'ai mis des années à mettre ce système dans lequel je contrôle les choses. Et ce système de contrôle, c'est une sorte de fixation égotique. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent qu'ils gèrent. Ils pensent qu'ils gèrent si ils gardent la personne à distance. Ils pensent qu'ils gèrent si ils ne sont pas inhibés ou influencés par l'émotion de l'autre. Ils pensent qu'ils gèrent si ils se montrent disponibles et pas plus. Ils pensent qu'ils gèrent... voilà. Donc, si tu veux, oui, mais il y a une réelle... Il y a une réelle... Non, il y a vraiment une réelle difficulté chez eux. Hein, vraiment une réelle difficulté. D'ailleurs, c'est un enjeu. C'est-à-dire l'enjeu de pouvoir leur faire comprendre que ce qu'ils proposent est problématique. Parfois, ils ne le captent pas. Je vais te raconter une anecdote que j'ai eue avec quelqu'un qui est venu me voir en consultation, qui est évitant, quand même sévère, et qui est manager par ailleurs. Il est manager. Donc il a un poste de responsabilité. Ouais. Et puis, je lui dis, écoutez, bon, moi je fais des tests Ennéagramme, donc je capte un petit peu les besoins profonds des gens et tout ce qui s'ensuit, le pourquoi des choses et tout ce qui s'ensuit. Et donc, je lui dis, voilà, si votre N+1, supposons, il était... est-ce qu'il est satisfait de vous actuellement? Oui, il est satisfait de moi. Pourquoi il est satisfait de moi? Parce que je fais un travail convenable, etc., etc. Je dis, imaginez maintenant une seconde qu'il est là et il est constamment en train de relever tout ce que vous faites de travers. Tout ce que vous faites de travers. Comment vous le vivrez? Ah, très mal. Est-ce que vous resterez dans ce type de boulot si vous saviez que vous aviez un N+1 qui est comme ça, qui est tout le temps en train de vous dénigrer, en train de revoir tout ce que vous faites, en n'ayant pas très peu de considération pour vos efforts, etc. Non, pas du tout, je partirai, Et puis de le conscientiser, de lui dire, est-ce que vous imaginez que votre partenaire, c'est ce qu'il vit avec vous? Waouh, la confrontation. Et là, il se rend compte, il dit, ah ouais. Il dit oui, en fait, tout ce qu'elle fait n'est pas bon, tout ce que... Je dis, elle vit ça. Oui, c'est-à-dire que dès qu'ils traduisent leur mécanisme de défense... C'est des mécanismes de défense. Donc c'est très difficile pour eux de se remettre en question. Donc on va les chercher dans l'autre. Alors qu'il y a une invitation à travailler sur soi. Et ce travail sur soi, Mais tu as abordé un point qui me semble fondamental et qui est très peu abordé, qui est, pour moi qui m'intéresse beaucoup aux questions spirituelles, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est la question de la fixation égotique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas nous parler dans une prochaine entrevue de ce qu'on appelle la honte matricielle, qui est à l'origine de l'évitement. Et quelque part, cette honte matricielle qui finalement renvoie à ce que tu as développé au début de l'émission, au début de l'entrevue, qui dit « je ne mérite pas d'être aimé », ou en tout cas, il le voit comme ça. Il le voit comme ça. Donc, quelque part, je dois cacher finalement ce que je suis, va renvoyer à l'idée d'une construction, d'une sorte d'ego, qui va défendre, si tu veux, cette espèce de kryptonite ou ce secret de qui je suis. Et donc l'évitant va soit devenir dédaigneux, soit il va plutôt avoir une stratégie craintive, bon après c'est des catégories, mais va vivre à travers en fait un ego défensif qui est censé le protéger contre toute forme de perturbation dans sa vie. Le problème de l'ego défensif, comme on le sait en spiritualité, c'est que l'ego n'est pas compatible avec la remise en question et l'introspection, puisqu'en fait l'ego est dans une défense perpétuelle, et il est dans une victimisation perpétuelle. Je suis une victime, j'ai pas besoin de remettre en question, j'ai pas besoin d'introspection, le problème c'est toujours les autres. Et c'est ce que beaucoup de partenaires d'évitants relatent aussi, me semble-t-il, parce que tu m'as beaucoup parlé de tes coachings, c'est-à-dire qu'il y a une énorme difficulté à prendre en compte le fait que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Dès que tu abordes cette question, il y a une sorte de fuite, une politique de l'autruche, on ne veut pas entendre. Est-ce que tu as vu cela aussi dans ton coaching? Oui, bien sûr. Oui. Maintenant, juste pour peut-être apporter une nuance par rapport à ce que tu dis, par rapport à la fixation égotique, Mali, il
faut bien entendre une chose, c'est que ici, la fixation égotique, moi, je la vois arriver beaucoup plus tard, quand l'enfant a déjà un minimum de conscience et qu'il y a, on va dire, il comprend qu'il y a des contraintes, qu'il y a des attentes, qu'il y a cette notion de masque à avoir pour pouvoir répondre aux attentes de l'environnement. Et justement, donc d'abord, il y a une phase vraiment, et ça c'est important d'entendre, qui est une phase que l'enfant vit à l'intérieur de sa chair. C'est ça. Ok. Oui. C'est quelque chose de profond, qui est vraiment qui est imprimé à l'intérieur de lui. Et puis, il va grandir, et si l'environnement est toujours en droite ligne de ce qu'il a vécu juste avant, et ben, il va encore plus davantage, effectivement, s'enraciner dans ça. Et effectivement, là, on est dans la fixation égotique, et là, on a parfois donc les évitants des dénieux sévères. C'est vraiment des enfants qui ont grandi dans un environnement hostile. Hein. Hostile dans le sens propre et dans le sens figuré. C'est ça. C'est ça. Tu vois, donc, un enfant de 5-6 ans, il essaye de répondre à quelque chose. Il a compris que si, déjà, donc on parle de l'enfant, du bébé, et là, on est en train de, tu vois. Donc, la fixation égotique, elle vient beaucoup plus tard. Et donc, elle vient beaucoup plus tard, et effectivement, il y a quelque chose qui se fixe là, et sur lequel la personne, si elle ne fait pas un travail d'introspection, un travail de remise en question, c'est très compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et chez eux, force est de constater que c'est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas les personnes qui vont venir naturellement se remettre en question, venir dire qu'il y a un problème. Contrairement aux anxieux qui d'ailleurs eux viennent consulter beaucoup plus souvent, beaucoup plus facilement. Chez les anxieux, j'ai presque envie de dire, ils vont venir facilement et c'est parfois existentiel chez eux. C'est ça. Oui, ils ont besoin de savoir qu'ils ont été victimisés, ils ont besoin de... Voilà, il y a un travail aussi à faire des deux côtés. Si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je porte aucun jugement, c'est juste que l'anxieux est tourné vers l'extérieur, il a besoin d'exprimer ce qu'il vit à l'extérieur, à l'aide, je suis là. Lui, non, il ne le fait pas, il n'a pas été habitué. Donc, va pas t'attendre qu'il va voir le thérapeute ou va voir un coach, il va dire ouais, j'ai un problème. Généralement, quand ils vont le voir quand il y a un souci, soit que le partenaire se dit c'est bon, écoute, dégage, c'est bon. Genre, un partenaire significatif. Soit, ouais, c'est ça, parce qu'il s'attache. Hein. Il s'attache, il souffre. Vraiment, ils souffrent quand ils sont... mais ils ne vont pas l'exprimer. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à fiche tout le temps. Tout à fait. Et ça, Mali, c'est très important. Je voudrais juste ouvrir et la fermer cette parenthèse rapidement. Ne vous fiez pas aux apparences. Ouais. C'est vrai que chez eux, c'est un leurre en première catégorie. Un décalage entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils... Ça, c'est un truc chez eux. Ils ont tellement été drillés à montrer que... Je ne veux pas me montrer vulnérable que... C'est l'histoire de l'évitant qui racontait son histoire de coquillage. Hein. C'était l'histoire de l'évitant qui était amoureux finalement d'une fille et qui vient et qui dit en fait, je sais qu'elle aimait un certain type de coquillage qui est très rare. J'ai passé toute ma journée à chercher le coquillage, toute ma journée. J'ai trouvé le coquillage. Le soir, quand je suis rentré, je l'ai jeté sur la table. Je lui ai dit, je l'ai trouvé au coin de la rue. Donc ça veut dire que la personne va faire un effort complètement ahurissant pour trouver la chose qui fait plaisir à son partenaire, mais va lui montrer qu'en fait ça n'a aucune valeur pour lui, qu'il la trouve au coin d'une rue. Tout à fait. Et je te fais plaisir, je te le donne, mais en fait je m'en fiche. Alors que la réalité, c'est que il a fait un effort complètement fou pour trouver ça. Donc c'était une parabole intéressante, et sur cette note, on va clôturer cette entrevue qui était très intéressante et qui va nous ouvrir la porte à une autre entrevue qu'on va faire ensemble prochainement. Merci beaucoup, Saladin. Merci.